Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Hello les diètes, aujourd'hui je reçois Marion Lassagne. Elle est diététicienne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, créatrice du podcast Encore à Corps et engagée depuis plusieurs années pour une diététique qui apaise plutôt qu'elle ne contrôle. Elle accompagne ses patients avec une approche profondément humaine, sans injonction, sans culpabilité et toujours avec beaucoup de nuances. Dans cet épisode, on parle de ces patients qui pensent à leur poids 90% de la journée, de régime commencé à 3 ans et de ces fameux rééquilibrages qui parfois n'apposent rien du tout. On parle de cette petite voix qui dit « Non, mange pas ton Kinder Bueno, c'est pas le moment » et de ce moment où tu décides de lui répondre « Merci, mais non, là j'en ai quand même envie ». Avec Marion Lassagne, on parle de honte corporelle, de charge mentale, de safe place, mais surtout de comment accompagner sans vouloir réparer, sans chercher à faire maigrir, sans faire du poids le cœur du suivi. C'est un épisode qui questionne nos réflexes, qui donne des clés concrètes et qui rappelle qu'on peut soigner autrement, avec nuance, éthique et parfois avec un peu de rébellion. Bonne écoute! Bonjour Marion, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode. Je suis contente que tu aies accepté de venir, hyper admirative de ton travail. Je te suis depuis un petit moment et vraiment je trouve que c'est génial tout ce que tu fais à l'heure actuelle. Donc toi tu es spécialisée en TCA et c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde parce que tu trouves que tu abordes la chose avec beaucoup de douceur. Donc je vais te laisser dans un premier temps un peu de façon banale, mais je trouve que c'est toujours bien te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a emmené à la diététique et après on bifurquera un petit peu sur les TCA et les notions que tu peux un peu apporter aux jeunes diètes qui nous écoutent. Déjà merci de m'inviter. J'ai beau avoir un podcast, c'est toujours bizarre de venir sur celui des autres. Du coup, donc moi je m'appelle Marion, je suis diététicienne depuis 2018 en libéral. Je me suis installée en libéral dès le début et j'ai une chaîne de podcast en effet qui s'appelle Encore à Corps que j'ai créée il y a un petit peu plus d'un an puisque je l'avais fin mars je crois 2024 où j'y parle beaucoup de troubles alimentaires, le rapport à l'image corporelle, rapport au corps, comportement alimentaire, enfin j'aborde plein de sujets et je fais intervenir aussi pas mal de professionnels, diététiciens, psychologues et photographes aussi en photothérapie, enfin voilà j'essaye d'apporter pas mal de contenu. Quoi te dire par rapport à mon histoire? Bon, je vais commencer on va dire un peu par le début. Étant plus jeune, je pense comme malheureusement beaucoup de diètes aussi spé dans les TCA, j'ai eu des troubles alimentaires qui ont commencé vers mes 14 ans, 14-15 ans. À ce moment-là, je savais pas trop quoi faire. J'ai fini mes études en ayant pas mal de troubles alimentaires quand même. Et du coup, je suis partie en fac de sport dans un premier temps. Toujours dans l'optique d'agir sur mon corps, évidemment. Je voulais être dans le monde du sport, mais toujours avec vraiment cette optique-là. Et après, du coup, je suis partie en BTS diététique, ce qui a été, sans rentrer dans tous les détails, mais très compliqué quand même sur mon rapport à l'alimentation, sur mon rapport au corps, le fait d'être soi-même dans des troubles alimentaires, apprendre chaque calorie de chaque aliment, les rations. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais t'as raison. Moi, les premiers temps, les 2 premières années aussi, j'étais un peu formatée du coup aux rations, etc. Et c'est vrai que tu te plongeais un peu là-dedans. Finalement, tu fais une fixette là-dessus. C'est qu'après, c'est que la 3e année, enfin moi j'ai fait un bachelor, que la 3e année que ça s'est un peu atténué, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Bon, après, je pense que ça dépend aussi comment les choses sont amenées, les profs, etc. Mais ouais, moi, c'était... Et puis le fait d'être moi-même, à ce moment-là, pas du tout OK avec mon alimentation, dans le désir de contrôler, de perdre du poids, d'agir sur mon corps, j'avoue que ça a un peu tout renforcé. C'était très compliqué. Je crois que ça a été mes pires périodes, d'ailleurs, sur mon rapport à l'alimentation. Et après, du coup, j'ai découvert... faut quand même que j'en parle, mais... Donc pendant 2 ans, ça a été très compliqué. Et le dernier stage thérapeutique, je sais plus trop quand il arrive... Je crois qu'il arrive vraiment limite dans les derniers mois de la formation. Ouais, il me semble. Du coup, j'étais donc en clinique, en rééducation, et j'étais avec 2 diètes formées au GROS. Donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. On a eu une très bonne alliance toutes les 3. J'ai commencé à parler moi de comment je vivais le BTS, mon rapport à l'alimentation, et du coup elles ont commencé à m'en parler un petit peu.
Donc ça a été vraiment le stage qui m'a pas mal aidée, pas mal sorti de cette vision très dichotomique de l'alimentation, de c'est bien ou c'est pas bien. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment ce stage a été révélateur pour moi. Il m'a fait comprendre aussi que je voulais pas travailler en diététique normale, on va dire classique. Je voulais pas non plus travailler en structure, puisque en structure on a très souvent les rations, on va dire, et on a des conseils quand même qu'on est obligé de donner aux patients sur quoi manger et comment le manger. Et j'étais pas forcément trop alignée avec ça. Donc j'ai fini mon BTS avec un mémoire sur les troubles des conduites alimentaires chez des patients en situation d'autisme. Donc c'était vraiment super intéressant. Ouais, où j'avais abordé une petite... Je sais plus quel âge elle avait, j'avoue, ça remonte un petit peu. Je crois qu'elle avait peut-être 8 ou 10 ans. Qui souffrait d'anorexie, et une autre, pareil, du même âge, mais qui souffrait d'hyperphagie. Donc c'était vraiment super intéressant. Et après, du coup, après tout ça, je me suis installée à mon compte. Avec mon petit cabinet, et voilà, tout a commencé réellement ici. Le grand saut, c'était en quelle année? Parce que du coup, tu es diplômée en 2018, c'est ça? Donc ça fait 7 ans que tu es diète? Ouais, c'est ça. Et je me suis directement installée à mon compte. Avec toutes les erreurs du débutant, évidemment. Tu es basée où, toi? Alors, de base, je suis basée dans l'Oise. D'accord. Je me suis installée sur Série-Fontaine. Bon, là, du coup, je sais plus si je t'en avais parlé, mais j'arrête mon cabinet au mois de juillet pour faire que du visio. C'était un projet que j'avais en tête depuis mes débuts et que j'ai pu réaliser, donc c'est trop trop cool. Mais ouais, je me suis installée directement à mon compte. Là où je sais que des collègues préfèrent d'abord passer par une structure, mais... Ça a marché de suite quand tu t'es mise à ton compte? Ouais, la première année, j'avais quand même du monde. Alors, il y avait aussi cette double casquette au début, donc je finissais par rapport à la fac de sport, STAPS. Donc du coup, je me suis installée, j'ai continué mes études à côté, puis je me suis rendu compte que je voulais vraiment que me spécialiser en nutrition. J'ai fait pas mal de formations sur cette première année. À ce moment-là, j'y vais encore chez mes parents, donc j'avoue que je me développais sans trop de pression, sur l'aspect financier, je veux dire. Ouais, ça s'est bien passé. Tranquillement, pendant un an, je me suis développée tout doucement. Et après, du coup, j'ai eu mon cabinet. J'ai pas eu mon cabinet direct au début, c'est vrai. J'ai pas précisé. Au début, je faisais du visio, du domicile, et j'intervenais dans des salles de sport. Salle de crossfit et une salle de remise en forme. Et du coup, est-ce que tu disais tout à l'heure, enfin, parce que ça nous a fait tilt toutes les deux, par rapport au fait que ça t'a un petit peu plu, après tu me dis si tu veux en parler ou pas, mais ça a envenimé un peu tes TCA, le fait de finalement t'ouvrir à une autre pratique un peu de la diététique, on va dire, dans ce dernier stage que tu as eu, est-ce que ça t'a permis un petit peu de faire la paix avec toi-même, ton rapport au corps, etc. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas eu que le stage, ça a dû être un processus un peu plus long, mais est-ce que déjà ça t'a permis d'ouvrir quelque chose en toi? Ah oui, carrément, vraiment, moi j'ai eu un déclic de me dire... c'est tout bête, c'est le truc que je dis à chaque fois parce qu'il m'a vraiment marqué, mais par exemple, les patients avaient des pains au chocolat les matins dans la structure, et... c'était un process de rééducation nutritionnelle bon, il y avait quand même le souhait d'agir sur le poids, mais du coup, ça, entre guillemets, fonctionnait. Et je me disais, ah ouais, donc en fait, c'est pas parce qu'on mange du pain au chocolat que c'est mal, qu'on va être en mauvaise santé, Enfin, l'approche du raw, quoi. J'ai vraiment découvert cette approche de l'alimentation plus intuitive, et vraiment y mettre de la nuance, en fait. Mettre de la nuance dans tout ça. Là où moi, j'avais plus aucune nuance à ce moment-là. Du coup, ça s'est fait un peu sur le long terme. Et je te pose la question comme ça, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir fait la paix avec son poids et son corps avant d'enseigner en diététique, ou c'est un chemin qu'on peut tout le temps faire? Je dirais que ça peut quand même être problématique d'avoir soi-même un mauvais rapport à l'alimentation. Tu vois, je pense, il y a malheureusement beaucoup de diètes ou même de non-diètes, tu sais, les coachs en nutrition ou autres, qui ont une vision très, encore une fois, Radicale et dichotomique. Ouais. un peu obtus, Ouais, on va dire, finalement. c'est ça. Et je pense que malheureusement, si on est soi-même dans une forme de restriction cognitive et de restriction calorique, parce qu'il y en a beaucoup qui le sont aussi, ça peut être compliqué d'aider des patients, en tout cas souffrant d'un rapport à l'alimentation perturbé, sans leur transmettre nos propres croyances, tu vois. Et je pense que c'est pour ça, malheureusement, qu'il y a autant de troubles alimentaires, et j'aime plus que tout notre profession, et en même temps, il y a une part de moi qui est en colère aussi contre notre profession, puisque beaucoup de diètes font des dégâts, malheureusement. Beaucoup moins maintenant, je pense. La nouvelle vague, la nouvelle génération de diète fait beaucoup moins de problèmes, mais... Enfin, franchement, pour en côtoyer régulièrement, je vois une évolution. Ça fait que 3 ans que je suis vraiment plongée dans le monde de la diète et que j'en côtoie un peu quotidiennement avec mon suivi diète. Oui, il y a une grosse... Les diètes savent, enfin en tout cas maintenant, que lorsque tu as ton diplôme,
on va pas s'arrêter là et que les rations, tu es très vite limité. Elles le savent d'office un petit peu. C'est ça. Bah heureusement, et moi ça me rassure un petit peu. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une part de moi qui aime plus que tout mon métier et une part de moi qui est en colère contre ce métier. Mais je pense que, bah tu vois, je pense au CFDC qui forme beaucoup de diètes et ça c'est trop cool parce que du coup on remet un petit peu en question des choses qu'on a vues de manière très théorique pendant le BTS. Mais là où malheureusement il y a aussi certains praticiens qui ont totalement fait à leur sauce le BTS. Hein. Enfin, j'en parlais avec une collègue, dans le BTS, on n'a jamais appris à ce que les patients ne mangent pas de féculents le soir. Tu vois, c'est un détail, mais en BTS diététique, même si on fait des rations, des calculs de calories, on nous a jamais appris ça. Et pour autant, t'as une tonne de diètes ou d'autres praticiens qui conseillent ça pour agir sur le poids. Il y a de la nuance à mettre un peu partout, je pense. Oui, je pense. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier patient que tu as suivi en TCA? Ouais, c'était une patiente, c'était une femme. C'était un peu particulier parce que du coup, c'était une patiente que j'avais eue déjà dans un premier temps par rapport à ma fac de sport, en tant que coaching sportif du coup. Et après, je l'ai eue aussi une fois que j'étais diplômée diète sur la partie nutrition. Donc ça s'est fait en même temps. C'était une patiente avec du recul qui avait des troubles alimentaires. Et c'est rigolo parce que je l'ai revue là, du coup, 5 ans après en consultation. Et en fait, à l'époque, j'étais restée très classique quand même si j'avais un pied dans l'alimentation intuitive, j'avais quand même fait un plan alimentaire. Bon, bien sûr, en disant que il n'y avait pas de frustration, pas de restriction, mais en fait, il y avait quand même des quantités, des grammages et avec du recul, je suis absolument pas OK et alignée avec ça. Mais du coup, ouais, j'avais quand même travaillé de cette manière-là. Qu'est-ce que tu referais différemment aujourd'hui? Très clairement, déjà pas de plan alimentaire pour cette patiente qui avait déjà connu je ne sais combien de diététiciennes et qui avait toujours eu des plans alimentaires et j'aurais mis de la nuance, tu vois, là où... Donc c'est une patiente en situation d'obésité. Et là où dans ma tête de jeune diète, pour moi l'obésité, sur le papier, c'était t'es obèse, on va faire un plan alimentaire, t'inquiète, tu vas perdre du poids. Et en fait, dans les faits, tu te rends vite compte que l'obésité, c'est une maladie qui est... Même si tu l'apprends en BTS, hein, mais sur laquelle tu peux pas toujours agir. Et ça, pour moi, ça a été une grosse claque une grosse claque tout court, quand j'ai compris que en fait, je pourrais pas aider mes patients à chaque fois à perdre du poids. Déjà parce que j'ai pas de casquette d'amaigrissologue et que j'ai pas envie de l'avoir, et parce qu'en fait, on peut pas toujours... Il y a cette notion de poids d'équilibre sur laquelle on peut pas agir. Et j'avoue que ça a été une grosse claque. Et une grosse remise en question aussi sur la partie rapport à l'alimentation et au corps. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, donc tu dirais que ton approche aujourd'hui, c'est, de ne pas être un amaigrissologue, mais ça fait peur au départ? Enfin, parce qu'il y a beaucoup de jeunes diètes qui nous écoutent, qui écoutent ce podcast. Ça fait super peur au départ de pas avoir, tu sais très bien que ton patient quand il vient avec un objectif de perte de poids, de pas y répondre. Je me mets à la place des jeunes diètes et je l'entends ce discours. Ça fait un peu peur, on se dit: «Mais, si je fais pas ça, je fais quoi alors? Je suis pas psy». Ouais, totalement. Et c'est en ça, tu vois, au début, du coup, cette fameuse formation du gros qui m'a fait comprendre tout ça, qu'on n'avait pas toujours le pouvoir d'agir sur le poids et que de toute manière, c'est pas toujours un problème de poids. Et ça, Florian Saffer en parle beaucoup et j'aime bien ce qu'il dit. C'est qu'on peut avoir un problème de poids, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir le rapport avec le poids. Et très souvent, on se rend bien compte que c'est pas vraiment un problème de poids que les patients ont, mais plutôt un problème avec leur poids, avec leur image corporelle. Et c'est pour ça que j'ai préféré me spécialiser là-dedans. Mais ce qui a été très déstabilisant au départ, bien sûr, parce que tu as les patients qui viennent avec l'objectif de poids. Toi, tu es là, forcément, tu as envie de les aider à perdre du poids, mais tu peux pas toujours. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et ouais, vraiment, la formation du gros m'a beaucoup aidée, mais plus, tu vois, dans mon positionnement. Je suis alignée avec le fait maintenant que j'ai pas cette baguette magique. Si je pouvais, je vous ferais perdre du poids, et bien sûr. Mais on se rend bien compte, enfin, tu vois, et après, tu arrives à mettre en évidence, on se rend bien compte que ça fait des années. Ça a des patients, ça fait plus de 30 ans qui cherchent à perdre du poids. Et au final, plus ils ont vu de diète pour perdre du poids, plus ils ont pris du poids. Et donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle un petit peu ce fameux désespoir créatif qu'on amène en tant que praticien chez nos patients. C'est de leur montrer que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, c'est horrible à dire, hein, mais tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Donc peut-être qu'il est temps de tester autre chose, de travailler sur la face immergée de l'iceberg, d'aller voir le comportement alimentaire, la gestion émotionnelle aussi, le rapport au corps. Ça, vraiment, pour moi, c'est une priorité. T'as des patients, même quand ils faisaient 60 kilos, ils étaient ultra mal dans leur corps, ils voulaient déjà perdre du poids. Aujourd'hui, ils ont fond 100, ils sont toujours aussi mal dans leur corps. Et du coup, tu vois, enfin, moi, je m'appuie beaucoup sur tous ces paramètres-là, sur des prises de conscience, même si, par rapport aux jeunes diètes, j'avais pas ce discours-là quand j'étais dans mes débuts, puisque... tu vois, maintenant déjà j'ai le recul et en même temps j'ai la chance maintenant que les patients viennent me voir en connaissant déjà mon approche. C'est-à-dire que moi, la plupart des patients que j'ai maintenant, c'est via les réseaux. Donc ils ont vu un petit peu comment je travaillais les choses.
Le podcast aussi. Ils ont vu un petit peu que avec moi, il n'y aura pas de rééquilibrage alimentaire, il n'y aura pas de notion d'agir sur le poids. Enfin, c'est pas une approche pondérocentrée, tu vois. On va travailler plein d'autres choses. Après, pour les jeunes diètes, je conseillerais quand même toujours d'avoir un peu cette carte de visite via les réseaux, de pouvoir montrer un petit peu comment travailler et après de se former. Maintenant, il existe plein de centres de formation, enfin plein de centres. Moi, il y en a 2 que j'aime plus que tout, c'est le gros et avec la nuance et les limites, et le CFDC qui est génial aussi. Mais d'arriver à avoir une approche qui n'est pas pondérocentrée. Oui, en plus, je le note, puisque je travaille pour le CFDC, il y a des formations qui sont vraiment à des prix abordables, notamment je pense au e-learning, parce que je pense souvent aux jeunes diètes qui n'ont pas forcément les moyens de payer une formation à 200 balles d'entrée de jeu en sortant de formation, puisqu'on paye déjà des fois ses études. Et souvent, je dis les e-learning sont très bien. Ils sont très complets. J'en discutais encore avec Florian l'autre jour qui me disait que vraiment les e-learning, lui, il en avait vraiment fait un outil qui peut être accessible à tout le monde. Donc voilà, les e-learning, ils sont à 50 balles. On va dire que c'est un premier pas vers la diététique comportementale. Et pour toi, quoi les idées reçues que tu entends les plus courantes sur les TCA? J'entends beaucoup quelque chose qui, moi, me dérange un petit peu, c'est on va soigner vos TCA et vous permettre de perdre du poids. Ça, par exemple, pour moi, ça peut être... je sais pas si c'est ça ta question, mais pour moi, ça peut être dérangeant dans le sens où tant que tu entretiens l'idée de vouloir agir sur le poids, tu entretiens le TCA. Après, tout dépend de quel TCA on parle, bien sûr. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a pour moi ce qu'on pourrait appeler les TCA et un rapport troublé à l'alimentation. La plupart des patients ont quasiment tous un rapport troublé à l'alimentation, de par les régimes, etc. Mais du coup, je dirais ça. En fait, pour moi, tant qu'on garde une approche qui est centrée sur le fait d'agir sur le poids, l'estime du patient va reposer sur ça, la vision de son corps va reposer sur ça, qu'il va mettre en place dans l'alimentation va reposer sur ça. Du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est quand même... Enfin, on a la sensation un petit peu, si on écoute sur les réseaux, que les TCA, ça commence à se démocratiser et on n'arrive plus Enfin, en tout cas, j'ai la sensation qu'on n'arrive plus trop à savoir qui est atteint de TCA ou non. D'après toi, comment on reconnaît les premiers signes chez un patient atteint de TCA? Ouais, de mon expérience, c'est pour ça que j'aime bien différencier. Ça se trouve, j'ai pas la science infuse non plus sur ça, mais pour moi, il y a les TCA qui sont malheureusement des maladies diagnostiquées avec des critères bien précis. Donc, par exemple, l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse ou l'hyperphagie boulimique. Et après, une autre forme de TCA qui rentre pas dans ces contextes-là, mais qui, pour moi, s'apparente quand même à des TCA. Les patients qui vont être en lutte avec leur alimentation en permanence, ça va occuper 95% de leur pensée quotidienne. Ouais, tout ce qui touche à un rapport troublé à l'alimentation. Donc QTA n'est pas répertorié dans tous ces diagnostics, mais qui sont quand même un rapport troublé à l'alimentation et où c'est ok de légitimiser ça pour les personnes qui viennent nous consulter. C'est quoi pour toi un patient qui pense à 80% à son alimentation? C'est quoi? Bon, après, il y a beaucoup d'orthorexie aussi, j'ai la sensation en ce moment, j'en vois beaucoup autour de moi, notamment dans le milieu sportif, mais c'est vraiment à chaque repas ou même en dehors du repas? Ouais, je vais rebondir sur l'orthorexie et sur ces 95% là. Pour moi, l'orthorexie, et c'est pour ça tout à l'heure je disais que je suis des fois un peu en colère aussi contre notre profession, c'est qu'on a beaucoup de patients qui souffrent d'orthorexie parce qu'on a beaucoup demandé aux patients de manger d'une certaine manière. Et ce qui est vrai, tu vois, il y a une part d'équilibre alimentaire qui est importante, bien sûr, mais du coup, si le patient ne raisonne que par rapport à ça, tu sais, par exemple, l'idée d'avoir toujours ses féculents, ses protéines, ses légumes dans l'assiette, et encore la semaine dernière, j'ai vu une patiente qui venait avec le plan alimentaire d'une diète, jeune diète malheureusement, bref, et qui lui disait ok, vous avez le droit à un écart, je crois que c'était écrit sur sa feuille là, un écart par semaine. Le fameux cheat meal. Ouais. Et du coup, sur l'autre branche, par rapport à ton autre point, moi souvent je mets bien d'autres choses dans ces 95%. C'est-à-dire qu'il y a certes l'alimentation, mais il y a aussi le sujet du poids, du rapport au corps, des pensées par rapport au corps, à l'alimentation. Et du coup, c'est souvent une question que je pose. Je leur demande si on devait regrouper toutes les pensées que vous pouvez avoir sur l'alimentation, sur le corps, sur le poids, quelle place ça vient occuper aujourd'hui dans votre espace mental. Et souvent, les patients te disent quand même des pourcentages assez importants. Des patients qui ont souvent une famille, des enfants, un travail, une maison à gérer, pour autant qu'ils aient un chien à promener tous les jours. Et des fois, ça occupe 90% de leur journée. Mais quand ils réfléchissent, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une seule chose dans leur journée sans se dire « Ah là, c'est cool, je vais marcher, je vais brûler des calories. Ah là, tiens, mon collègue, il est en train de manger un chocolat. Ah, dis donc, moi, je mangerais bien mon chocolat aussi. Ah, dis donc, là, il me manque un peu de féculents dans mon assiette. C'est pas très équilibré. » Et en fait, ça occupe vraiment toute la place dans leur esprit.
Mais même surtout, tu vois, sur leur manière de s'habiller. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de mettre je sais pas, ce petit chemisier. Ah bah ouais, non, on voit trop mon ventre. Ah tiens, mon mari, on est tous les deux dans le canapé, il a mis sa main sur ma cuisse. Ah, il doit sentir toute ma cellulite. Ah tiens, mon fils, il me fait un câlin. Bah dis donc, je sais pas, il arrive pas à faire le tour de mon ventre avec ses bras. Et tu vois, c'est des pensées qui sont horribles. Mais en fait, c'est des pensées que les patients ont tellement normalisées que ça prend autant de place dans leur esprit, mais parce que c'est normal, parce qu'ils ont toujours intériorisé que, je sais pas, je suis très cliché là du coup, mais c'est souvent le cas, une maman qui a toujours été en difficulté avec son poids, son alimentation, et du coup qui a toujours normalisé ça. Ah, rentre ton ventre sur la photo, oh là là, dis donc, on voit un peu trop mon ventre, oh, tout ce que j'ai mangé demain, il va falloir que je l'élimine au sport. Et en fait, pareil, c'est un discours internalisé, intériorisé, qui fait que les patients ont 90%, 95% de leur espace mental occupé, mais ce qui leur paraît normal. Oui, mais ça, Marion, on peut pas le prendre tout en charge de notre côté parce qu'il y a aussi un phénomène sociétal au-delà de Ah, bien sûr. juste l'alimentation. Toi, tu peux agir peut-être sur 70%, mais il y a 30% de la société. Bien sûr. Et c'est pour ça que, pour moi, ça va bien plus loin. Enfin, pour moi, on n'est pas, enfin, quand on se forme de cette manière-là, on n'est pas de simple diète. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup d'autres sphères. Et c'est un phénomène de société. Et tu vois, il y a une image que je donne souvent aux patients, qui est assez brutale quand il réfléchit. Mais je dis souvent, c'est un peu comme si on était, je sais pas, dans une rivière, dans un océan, peu importe. Et qu'en fait, on est en permanence à contre-courant. Parce qu'on est en permanence à contre-courant, parce que si tu arrêtes de nager et que tu te laisses porter, le courant, c'est le courant des régimes, c'est la culture de la minceur, le fait de faire en permanence attention, qu'une personne grosse, c'est normal qu'elle soit au régime, qu'une personne mince qui mange pas beaucoup, oh là là, ben on s'inquiète. Enfin, et tu vois, on se laisse emporter par toute cette vague de pensées grossophobes. La société qui est grossophobe, les habits qui sont pas adaptés à tout le monde, je sais pas, les chaises dans les restaurants, enfin plein de choses. Donc oui, bien sûr. Et en fait, c'est comme ça aussi avec le patient que tu vas travailler des sortes de boucliers, des sortes de... Tu changeras pas la société, mais tu pourras faire en sorte qu'ils aient un Un- meilleur confort de vie Ouais. parce que leurs pensées seront apaisées par rapport à ça. J'allais te dire un peu une safe place en eux et en tout cas, peut-être leur donner et moi j'avais entendu ça, très justement, bah, c'est dans du marketing, mais des fois je me dis: «Tu peux l'appliquer dans ce genre de notions-là». C'est en fait, trouver directement un peu des contre-arguments à ce que tu peux intérioriser. C'est-à-dire, «Non, je vais me priver de manger, ce Kinder Bueno parce que je vais encore grossir». Bah non, bah en fait, j'en ai vraiment envie et c'est vraiment un moment de plaisir que je vais m'accorder, donc je vais manger mon Kinder Bueno, un peu ça. Ouais, ouais, totalement, totalement. Le travail de déconstruction, enfin de diffusion un peu avec toutes les croyances. Moi, Bon, alors l'idée, c'est peut-être pas de donner 50 000 outils, mais ouais, un peu ça. C'est-à-dire que tu as la pensée automatique qui va être, je sais plus ce que tu as dit, mais oui, je vais pas manger mon Kinder Bruno, sinon je vais prendre du poids. Ok, bon bah ça c'est ma pensée automatique, c'est mon coach mental qui me dit quoi faire, parce que ça fait 20 ans qu'il me dit quoi faire. Ok, merci du conseil, mais là tout de suite, par contre, j'ai vraiment envie de mon Kinder, donc là tout de suite, je vais vraiment manger mon Kinder. Tu vois? T'auto-remercies. Merci petite voix, mais c'est pas le moment de venir par ici. Mais tu rigoles, mais c'est souvent ça qu'on fait quand même dans les TCA. Et encore plus lorsqu'on souffre d'anorexie ou de boulimie, hein. Il y a vraiment cette petite voix dans la tête et ça paraît souvent trop bizarre de se dire qu'on va se parler à soi-même et qu'on dissocie un peu la petite voix de soi, mais c'est super important. C'est un process qui est super important. De Non, comprendre que les patients ont cette petite voix dans la tête. je pense que tu as raison. Bah, la prochaine question que je voulais te poser, mais je pense que tu as un peu t'as un peu répondu directement, c'était tes outils préférés pour aborder, la relation, au corps ou à l'alimentation. Mais finalement, tu as répondu un petit peu avec la contre-argumentation. C'est une question qui est difficile, j'ai beaucoup d'outils que j'aime beaucoup. Mais ouais, je dirais quand même un outil autour des croyances, c'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup. Que je métaphorise beaucoup, là tu vois, je t'ai parlé du coach mental. Mais très souvent, j'utilise beaucoup l'écriture, des tableaux, des choses visuelles. Et l'idée par exemple d'un tableau où les patients vont aller noter toutes leurs croyances, ces pensées automatiques, peu importe comment tu les nommes, un petit peu leur pourcentage d'adhésion, est-ce qu'ils adhèrent à cette croyance, s'ils y adhèrent à 30%, c'est pas la même chose que s'ils adhèrent à 80%. Et après, encore une fois, moi je leur dis toujours, on s'en fiche que la pensée, la croyance, elle soit vraie ou elle soit fausse. On va déjà aller voir comment elle agit sur vous. Tu vois, déjà de toi à moi, je suis sûre qu'on a plein de croyances différentes. Mais ça, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est comment notre croyance, elle agit sur nous. Mmh. Et du coup, moi, j'ai beau avoir cette casquette de diète, je suis pas là pour vous dire si, je sais pas, si c'est bien de manger du sucre ou non. Ce qu'on veut, c'est comment ça se passe si jamais vous vous interdisez de manger du sucre. Est-ce que ça vous permet d'avoir une relation apaisée? Est-ce que ça vous permet de manger du sucre sans partir en compulsion derrière? Et après, d'amener un peu cette pensée plus bienveillante. Ok, coach mental, merci pour ce que tu me racontes, mais là, tout de suite, je fais le choix pour moi, je décide d'être plus bienveillante avec moi
et de manger quand même ce fameux Kinder. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Mon outil préféré quand même, c'est beaucoup un travail autour des croyances, corporelles ou alimentaires. Et est-ce que tu as une routine d'entretien en première consultation, une question clé, un truc à nous partager? Un truc que tu as envie de détecter au premier rendez-vous ou quelque chose pour toi qui est très important, pas forcément une question, mais une gestuelle ou un truc à analyser qui te permet de te mettre sur la voie? Je l'aurais fait en 4 points. Tu vois, je t'aurais dit le premier point, souvent de ma première consulte. Bon, déjà, je leur expose un peu le travail qu'on va faire ensemble. Et je leur demande de me partager leur histoire, de la manière qu'ils veulent. Leur histoire avec le poids, avec l'alimentation, avec leur corps. Et du coup, de retracer un petit peu chronologiquement. Et là, très souvent, tu as des outils, des moments clés, des phrases clés. Moi, je note souvent les phrases que les patients peuvent me dire. Des phrases ou vraiment des moments clés. Et après, j'ai 3 questions. D'ailleurs, je crois qu'elles viennent peut-être d'un des cas cliniques de Florian ou une formation e-learning, je sais plus. Mais du coup, 3 questions avec des échelles, une échelle de 0 à 10, pour aller coter leur rapport au corps. Et là, tu leur demandes sur une échelle de 0 à 10, quelle est la note que vous pourriez poser sur le rapport entretenu avec votre corps. Et puis là, pareil, tu as plein d'infos à creuser. Souvent, tu les laisses libres, tu sais, c'est des sortes de questions ouvertes. Si la note, elle est à 2, pourquoi 2 et pas 0 ? Ok. Pourquoi 2 et pas plus ? Qu'est-ce que ce serait être à plus ? Comment vous visualiseriez être à plus ? Quelles sont les sphères de votre vie qui sont impactées de par ce rapport au corps ? Mais Marion, je pense que tu dois avoir beaucoup de patients touchés. Enfin, le corps et le rapport à soi et le rapport finalement à l'estime de soi, ça doit être très touchant. Tu dois avoir beaucoup de patients qui pleurent, non, en consultation? Oui. Marion, tu fais Alors, pleurer les gens? c'est pas ce que j'allais dire, c'est pas un plaisir pour moi de faire pleurer les gens, mais très souvent, c'est des questions, tu vois, qu'on leur a jamais posées. Parce Ouais. qu'on les a toujours pris comme des patients qui voulaient perdre du poids. Donc, ok, vous voulez perdre du poids, dans ce cas-là, on va modifier ça. On va faire comme ça. Alors qu'en fait, des fois, ils ont simplement besoin d'être entendus. Il y en a, ça fait depuis leurs 3 ans qu'ils ont été mis au régime. C'est horrible ce que je veux dire, mais ils savent limite mieux que moi combien de calories t'as dans tel aliment. En fait, c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est pourquoi un jour on leur a fait croire que leur poids était un problème. Pourquoi vous voulez absolument perdre du poids ? Qu'est-ce que ça change si vous voulez perdre du poids ? Et ça aussi, tu vois, tu me demandais mes questions. Ma première consulte, pour moi, elle est quand même vachement clé. Et souvent, elle se divise un peu en 2 phases. Mais pour moi, ça, c'est quand même super important, le rapport au corps. Je vais pas dire que c'est plus important que le rapport à l'alimentation. Je sais pas si c'est une bonne idée de le formuler comme ça, mais tu vois, j'ai envie de te dire, limite, le rapport au corps, pour moi, c'est ce qui domine surtout. C'est-à-dire que un jour ou l'autre, les troubles alimentaires qu'ils ont eus ont été en lien avec l'image qu'ils avaient de leur corps. Oui. Que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou n'importe quel autre trouble alimentaire, très souvent, c'est avec le désir d'agir sur le corps. Donc en fait, si tu ne vas jamais voir, je pense que ça demande d'être formé quand même, c'est même pas je pense, il faut se former là-dessus. Mais du coup, si tu vas jamais voir le rapport au corps, pour moi, t'es toujours en surface. Tu vas les entretenir dans ce truc-là de oui, il faut perdre du poids, comme ça vous irez mieux. Oui, il faut perdre du poids, comme ça vous pourrez reporter vos robes que vous aimez. Bah ouais, mais du coup, ça veut dire quoi ? Que toute leur vie, ils vont être dans cette lutte, tu vois. Mais j'ai vu une grande différence quand même entre mes consultations avant, par exemple des patients au cabinet qui venaient me voir pour des pertes de poids, et des consultations comme aujourd'hui où j'ai des patients atteints de TCA. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, quand j'étais à mon cabinet, j'étais capable, bon je le souhaite à personne, mais je faisais des journées où j'avais peut-être 12, 13, des fois 15 consultations sur une journée. Oui, t'es pas la Aujourd'hui, seule. Élodie Dacher, par exemple, quand elle a commencé, elle faisait du 6h, 21h pendant 3 ans. bah après, je pense qu'au début, malheureusement, on en avait déjà parlé toutes les deux, j'avais beaucoup de choses financièrement à gérer, donc j'avais besoin de travailler beaucoup. Et puis, tu as toujours l'inquiétude de plein de trucs, mais tu vois, maintenant, je sais que des consultations avec des patients qui pleurent beaucoup, où ils vont te parler, par exemple, de traumatisme sexuel, ils vont te parler de leur rapport au corps, de leur rapport à l'alimentation. Bah maintenant, vraiment, j'atteins mes limites quand j'ai eu 6 consultations sur ma journée. Mais ouais, c'est des consultations qui sont dures. Et ça, je pense que c'est bien aussi de le dire aux jeunes diètes. Parce que moi, vraiment, avant, pareil, les consultations duraient 30 minutes. Maintenant, elles durent quand même 1 heure. Donc c'est important aussi de dire que ouais, t'as les patients qui pleurent, c'est important de l'accueillir. C'est important de mettre une barrière. Là où, très clairement, mes premières années, je pleurais limite avec mes patients. Hein. Où j'allais leur dire, bah non, pleurez pas. Bah ouais, mais non, en fait, il faut que tu accueilles les pleurs de ton patient. Ton patient... Tu sais, on a beaucoup le réflexe quand quelqu'un pleure face à nous, de lui dire bah non, pleure pas ou pleurez pas, c'est pas grave, ça va aller. Alors que le patient a juste besoin de sa fameuse safe place là pour déverser ce qu'il a besoin de déverser. C'est la différence entre empathie et compassion. Exactement. L'empathie, c'est tu vas vraiment te mettre à la place de l'autre. La compassion, c'est vraiment, c'est presque être plus rassurant
Parce que le problème de l'empathie, c'est que tu vas venir, si Florian passe par là, c'est suite à une conversation qu'on a eue en réunion, lundi matin à 9 heures très précisément, sur une prochaine formation et en fait, la différence entre l'empathie, c'est si tu as un pompier qui vient et qui, te dit, «Oh mais madame, c'est horrible ce qui vous arrive, mais c'est tellement horrible, oh mon Dieu, vous avez, je sais pas, un bras en moins, comment vous allez faire? Mais mon Dieu, je suis désolée». La compassion, c'est: «Bon, allez madame, bougez pas, on va s'occuper de vous, on va s'occuper de votre bras, on va faire le nécessaire» et en fait, la différence, elle est vraiment en fait, quand il m'a dit ces 2 mots, je me suis dit: «Bah, empathie, compassion, même chose» et en fait, non, compassion, c'est vraiment tu viens rassurer, mais tu prends pas les choses trop à cœur et tu prends un peu de distance. Empathie, c'est justement tu n'arrives pas à prendre la distance nécessaire et ça rejaillit sur toi. Exactement. Et ce qui était très difficile pour moi, pareil, je pense que, tu vois, quand j'étais jeune diète, j'aurais aimé entendre ces choses-là, c'est que c'était très compliqué pour moi, déjà parce que je suis très empathique, et du coup, je prenais tout. Tu vois, je rentrais chez moi, je prenais ma douche, c'est comme si mon patient, il était dans ma salle de bain à me raconter encore ses problèmes, tu vois. Je décrochais jamais et je faisais tellement preuve d'empathie que du coup, j'étais pas aussi bonne, et là, je me lance des énormes fleurs, mais j'étais pas aussi bonne dans mon travail parce qu'en fait, ça m'atteignait tellement ce que le patient me partageait. J'avais tellement d'empathie pour lui, j'étais tellement triste avec lui que du coup, je pouvais pas prendre la distance nécessaire en tant que professionnelle. Là où maintenant, ouais, c'est très dur de voir des patients pleurer, franchement, c'est pas Oui. quelque chose qui me fait du bien, mais tu mets une forme de distance pour aider le Oui, patient. mais Mais tu ne l'empêches pas non plus de déverser ce qu'il a besoin de déverser. bien sûr, il décharge, ce qui lui permet aussi d'avancer finalement. Totalement. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie, démunie face, justement, à un suivi, un patient atteint de TCA? Ah oui, oui, ça arrive malheureusement. Enfin, non, pas souvent, mais c'est pour ça aussi que je m'entoure beaucoup de collègues. Enfin, je discute beaucoup avec des collègues. Je me fais superviser, je fais des co-visions, intervisions. Enfin, je sais pas comment on nomme ça, mais en tout cas avec d'autres collègues, diètes et psychologues. Et j'échange beaucoup avec mes collègues psychologues. Pour moi, c'est très important, voire primordial, voire ultra nécessaire, qu'il y ait un psychologue, un ou une psychologue dans la boucle. Surtout quand tu touches à... Enfin, pas qu'une psychologue d'ailleurs, des fois tu as besoin d'autres professions, mais c'est important de se faire entourer et d'en parler. Mais du coup, oui, ça m'arrive de me sentir démunie, et c'est pour ça aussi que la supervision existe, c'est pour ça aussi que nos collègues psychologues existent, et parce qu'on peut pas sauver tout le monde non plus, et c'est dans ces moments-là que c'est important de pouvoir déléguer si besoin, ou de réorienter si besoin. Et justement, tu réorientes à quel moment? Bah, très souvent, j'avoue que maintenant, je pense que je pourrais dire que j'ai 85% des patients qui viennent vraiment avec un TCA et qui savent comment je travaille, comme je disais tout à l'heure, et du coup qui ont très souvent aussi un psychologue dans la boucle. Du coup, moi je conseille souvent de l'avoir quand même dès le début, c'est important selon ce qu'on travaille. Ah, c'est une bonne question en vrai, j'y réponds pas totalement, je te dirais que je réoriente. En fait, tu le sens, il n'y a pas vraiment de timing. Je pense qu'on arrive à le sentir quand le patient a besoin d'être réorienté. Enfin, réorienté ou avec une autre profession dans la boucle, je veux dire. Mais ouais, je réponds pas totalement à ta question, je saurais pas trop y répondre, j'avoue. Je dirais que c'est vraiment trop du cas par cas pour répondre réellement à Ouais, ça. pour faire un truc général, OK. Et il y a des outils, j'allais te dire concrets, dans le sens que tu utilises, dans tes consultations, un journal de bord, des choses comme ça? Alors oui, moi j'utilise mon suivi diète depuis le début. Oui. J'avais fait partie des bêta-testeuses, je crois, au tout Ah oui, départ. Donc, c'est vrai. ouais, 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 ouais. J'utilise mon suivi diète vraiment beaucoup. Ouais, j'utilise mon suivi diète principalement. C'est assez important, tu vois. Donc je parle beaucoup de rapport au corps, de rapport à l'alimentation, mais il y a un point essentiel aussi dans les TCA, c'est que très souvent les patients sont en sous-alimentation. Sont en restriction cognitive certes, mais aussi en restriction calorique. Et du coup, ça permet quand même d'aller voir cette partie-là. On a besoin de rééquilibrer les apports au départ, selon le TCA présent et selon le rapport à l'alimentation. Donc ouais, le support Mon Suivi Diète m'aide beaucoup à faire ça. Donc tu te sers dessus du journal de bord et autre chose? Les trackers, non? Ouais, je me sers pas toutes les fonctions, je pense, mais je me sers principalement du journal, et pareil, je dis aux patients qu'en fait, ils aiment beaucoup Mon Suivi Diète parce que c'est très intuitif. C'est souvent ce qui ressort. C'est-à-dire qu'ils peuvent noter en fait ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que j'ai des patients qui vont noter tout, tu vois, leur alimentation, des photos de leur assiette, mais leurs pensées autour de l'alimentation, les trackers pour coter la faim ou le rassasiement ou l'impulsivité. Enfin, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas. Et j'ai des patients, par exemple, qui vont utiliser Mon Suivi Diète que pour noter. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des 95% de places occupées. Bah, j'ai des patients, je leur dis, ok, bah, utilisez ce journal de bord pour m'emmener dans une journée. Qu'est-ce que c'est? Si je suis dans votre tête avec vous, 95% de vos pensées occupées par ces sujets-là.
Et donc, ils vont, par exemple, c'est horrible, hein, c'est des journées introspectives qui ne font pas tous les jours, hein. Mais tu vois, oui, ils vont utiliser l'application dans la partie, par exemple, ressenti, pour noter tout ce que leur tête leur raconte. C'est un autre outil que j'aime beaucoup aussi. Quand est-ce que tu consultes les journaux? Tu les consultes au jour le jour ou quand ils viennent en consultation, toi? Alors, pareil, ça, j'ai beaucoup changé sur les 7 dernières années, là. Maintenant, je le fais uniquement lorsque je vois le patient. Ok. C'est-à-dire le matin de ma journée ou la veille, mais souvent le matin, je prépare tous mes dossiers de la journée et du coup je check les suivis. Là où avant je checkais un peu quotidiennement, j'avais aussi des formules où par exemple je checkais plusieurs fois par semaine, etc. Mais j'ai plus du tout le temps de faire ça. Et, du coup maintenant c'est au jour le jour. Enfin du coup au jour plutôt où je vois t'as compris l'idée, où je vois Oui, le jour J. Exactement. D'après toi, ce serait quoi les 3 ressources que tu recommandes? Parce que je sais en plus que je sais que tu t'instruis énormément sur les TCA et que je te vois, je te surveille en story, je te vois. 3 ressources que tu recommanderais en termes de livres, de contes ou de formation? T'aimes bien le chiffre 3, hein, Mais Non, je te si tu dirais veux. les ressources. Non, j'en ai 3, je pense que j'en ai 3. Les ressources, bah alors la première quand même, moi, qui m'aide vraiment beaucoup, beaucoup dans les TCA, le CFDC. Que ce soit les formations e-learning qu'ils proposent, les cas cliniques aussi. Pour le coup, on parlait de petit budget tout à l'heure. On dirait que je fais de la promo pour le CFDC. Oui, c'est clair. Mais c'est pas voulu, hein. Alors que pas du tout. Non, c'est pas voulu, mais vraiment, pour moi, c'est des pépites. Donc les cas cliniques qui sont carrément accessibles et qui sont plutôt pas mal. Florian aborde souvent des patients TCA. Donc ouais, je te dirais le CFDC, première ressource. Deuxième ressource, pour moi, il y a 3 bouquins que j'adore. Bah pareil, je vais refaire la promo pour Florian, mais son bouquin sur... donc je fais la paix avec mon poids qui est génial. Et après, Alice Houssenois. Il y a des outils dedans. Je l'ai eu il y a peu et tu vois, j'ai commencé à lire il y a peu et il y a des super outils dedans. Ouais, il est génial. Moi, je l'aime beaucoup. Et après, je te disais, du coup, Alice Hussonois, qui est diététicienne spécialisée dans les TCA, que j'avais invitée sur mon podcast d'ailleurs, je sais pas si tu la connais, qui a un podcast, je fais de la promo, disons, qui s'appelle Les Mangeuses Libres. Et elle a fait 2 bouquins. Ouais, Oui. elle a fait 2 bouquins, un bouquin sur l'anorexie mentale chez l'adulte et un bouquin sur l'hyperphagie boulimique. Et pareil, c'est des effectivement. bouquins qui sont géniaux, avec des outils clés. Enfin, j'aime beaucoup ces bouquins. Et après, je te dirais peut-être les réseaux. Mais alors là, être précise là-dedans, je te dirais qu'il y a des comptes que j'adore, qui permettent de comprendre plein de choses, des podcasts aussi que j'aime beaucoup. Mais du coup, là, c'est un peu plus flou, cette 3e ressource. En podcast, tu pourrais nous en citer un? Bah du coup, celui des Mangeuses Libres de Alice est pas mal. J'espère que mon podcast peut faire partie de ce genre de ressources. Oui. Et après, tu as une autre collègue... Ton podcast, je l'ai même écouté à titre perso, donc tu vois, et je l'ai même recommandé à 2 personnes autour de moi. Trop bien. Et du coup, tu as un 3e, je buguais un peu sur le nom du podcast, c'est Un zeste de TCA de Julia Chipard. Je sais pas si tu connais. Ouais, elle est géniale. Je l'avais fait venir aussi sur mon podcast. On a fait plusieurs vidéos collab toutes les deux sur Instagram. Et ouais, j'aime beaucoup son contenu aussi. Et son compte Insta, c'est Mon Rapport Diète. On arrive sur la fin du podcast. J'ai une petite question. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce métier, aujourd'hui? Oula. Dis donc, tu m'as dit pas de préparation aux questions, mais pour ne pas partir dans tous les sens, une préparation aurait été nécessaire. Qu'est-ce que ce métier m'apporte? Beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Il me permet d'aider des personnes au quotidien. Il me donne vraiment l'impression d'être la meilleure personne que je puisse être. Le fait de pouvoir aider des patients. C'est quand même délicat comme profession, je trouve, d'arriver à trouver le juste équilibre, de pas faire de ta vie, enfin de ton métier ta vie entière, parce que c'est un métier passion, et de pouvoir avoir ta vie à côté. Je suis encore, j'avoue, sur ce petit fil pour trouver mon équilibre, parce que c'est vraiment un métier qui me passionne, tu vois, tu parlais des formations, je me forme en continu depuis 7 ans, et ouais, ça m'apporte beaucoup. Encore plus depuis le podcast, parce que j'ai vraiment des retours qui sont ultra touchants. Les personnes me remercient souvent, et en fait... moi, j'ai envie de remercier aussi nos patients parce que vraiment, je trouve que ça m'apporte beaucoup. Aussi bien professionnellement que personnellement. Donc, Ouais, humainement, j'allais te dire. Ouais, humainement, carrément, c'est ça. Si tu pouvais changer une chose dont la manière dont les TCA sont abordés dans notre société, ce serait quoi? Dans mon monde idéal, on arrêterait de faire des rééquilibrages alimentaires parce que en 2025, tout le monde sait ce qu'est une assiette équilibrée. Donc pour moi, déjà, on arrêterait ça parce qu'on sait que c'est malheureusement responsable de beaucoup de rapports à l'alimentation troublés, ou du moins pas apaisés.
On arrêterait de normaliser les personnes qui font des régimes. On arrêterait de normaliser les discours du genre ah, j'ai mangé ce cookie, bon bah demain je vais aller faire du sport. On arrêterait de féliciter des personnes qui perdent du poids. Ça pour moi, ça me paraît essentiel. On arrêterait de féliciter la perte de poids. On en parlerait beaucoup plus. On ferait beaucoup plus de sensibilisation au TCA, puisqu'on sait que beaucoup trop de personnes malheureusement sont touchées par les TCA. Et maintenant, les études là montraient qu'on à partir de 8 ans, on peut souffrir de troubles alimentaires. Et ça, moi, je trouve ça m'en donne des frissons. Donc ouais, pour moi, ce serait ça. On arrêterait de normaliser les régimes, on arrêterait de féliciter la perte de poids, on arrêterait de juger ou de porter un jugement, du moins, sur le corps d'autrui. Et on sensibiliserait les parents, les jeunes parents, on sensibiliserait l'enseignement, les professeurs, les maîtresses. On en parlerait beaucoup plus, je pense, dans le monde médical. On n'en parle peut-être pas assez, mais pédiatres, médecins qui peuvent avoir des petites phrases, malheureusement, qui restent dans la tête d'un enfant toute sa vie. Donc ouais. Et alors, dernière des dernières questions. Est-ce que tu as un souvenir marquant avec un patient que tu veux nous partager ? Un souvenir marquant, je te dirais, une patiente avec qui j'ai terminé le suivi il n'y a pas très longtemps. Ça faisait plus de 2 ans, je me demande si ça faisait pas 3 ans qu'on était en suivi ensemble. Et qui a tellement pleuré, mais de joie, en me remerciant de l'avoir sorti de tout ça. Et j'ai versé ma petite larme, ce qui arrive rarement. Et je me suis autorisée à le faire en me disant, vas-y, c'est ok, ça fait quasi 3 ans que tu la vois, j'ai le droit d'être émue, d'arrêter ce suivi et de l'avoir aidée. Donc je te dirais ça, ouais, le fait d'avoir versé ma petite larme avec une patiente en fin de suivi. Waouh. Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Je te remercie Marion pour tout ce que tu as échangé, pour les outils que tu as transmis, pour ta transmission. Et je pense que justement, tu as permis de dégrossir un peu ce monde-là avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de compassion. Et donc, du coup, on peut te retrouver sur Instagram, là où moi je te suis aussi, qui est Marion Lassagne, il me semble. Marion L Nutrition. Marion L Nutrition, pardon. Oui. Et sur ton podcast aussi, Encore à corps, c'est ça ? Exactement. Donc oui, on peut me retrouver sur Instagram ou sur mon podcast. Super, je te remercie encore Marion. Merci à toi, c'était super cool d'échanger avec toi. Merci.